Donc bonjour à tous, on va commencer assez rapidement parce qu'on aimerait arriver aux 45 minutes et après avoir des questions. Donc on va parler de biais cognitifs en musique. Je suis accompagné de l'inénarrable Vlad Tapas. Je suis Applaudissements, l'inénarrable. s'il vous plaît. Ah, Eh il y ben en a quand alors même qui le font. Eh ben alors Et moi, je suis accompagné du sémillant Adrien Schmitt, qui est ici. Merci. Ouh. Voilà, qui joue dans l'excellent groupe No Faith in Medicine. Si j'avais pu, j'aurais pris mon t-shirt parce J'y que ai je suis pensé, un grand mais fan. c'est pas, mais Ça faisait un petit peu... ça faisait vraiment Ouais, voilà, j'avoue. un peu trop forcé. Enfin, après, je dis ça, j'ai le badge de mon asso. Hein, donc Oui, bien. j'ai gentiment fermé ma gueule. À une jupe, c'est pas mal aussi. Concrètement, alors Vlad Tapas est ici en sa qualité de musicologue. C'est ça. Et moi, je suis ici en ma qualité, non pas d'informaticien qui travaille auprès de tout ce qui est satellite et compagnie, mais surtout en qualité de musicien moi-même. Donc, on va parler de biais cognitifs en musique, ça c'est vachement bien, mais déjà, on va peut-être reprendre, c'est trop petit, tant pis. Qu'est-ce que c'est que la musique d'abord, en fait? Et si on lit bien Wikipédia, et je vais vous la lire à l'ancienne, vraiment, la musique est un art en phase sur art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Les paramètres principaux sont le rythme, façon de combiner les sons dans le temps, la hauteur, la combinaison dans les fréquences, les nuances et le timbre. Merci Wikipédia. Encore que, on peut rajouter que selon certaines définitions, notamment des définitions de certains musiciens contemporanéistes, on peut tout à fait avoir des musiques qui sont purement rythmiques ou des musiques qui se dissocient totalement du concept même de hauteur, de rythme même ou même de nuance. Voilà, tous ces éléments sont de manière générale dans la musique traditionnelle qu'on pratique nous en Occident, généralement présents tous, sauf qu'on peut tout à fait en soustraire un et rester dans une dimension musicale. J'aime bien personnellement la définition de l'art de l'école philosophique de Constance, donc de l'art en général, la musique également, mais l'art en général. L'art qui serait une forme de mélange, de subtile alchimie entre le bruit et l'information. L'information au sens de la théorie de la formation, c'est-à-dire ce que l'on comprend immédiatement. Donc, en somme, l'art, ce serait quelque chose qu'on ne peut pas comprendre de manière immédiate, dans lequel on introduit un petit peu de bruit pour finalement lui donner une dimension esthétique. Voilà. On pourrait gloser pendant des heures sur cette définition. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je vous invite à lire l'œuvre ouverte d'Umberto Eco ou n'importe quel bouquin de Jean Kelevitch, en fait, ou d'autres auteurs de l'école philosophique de Constance. C'est super intéressant. Yes. Donc, on repart sur les bases pas juste pour vous embêter ou pour vous prendre pour des andouilles, c'est juste que c'est assez important. On va faire une autre définition. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument? Et là, on commence à rentrer dans un petit biais rapide. Encore une fois, c'est Wikipédia, bien entendu. Un objet pouvant produire un son contrôlé par un ou une musicienne, que ce soit conçu dans cet objectif ou bien qu'il soit modifié ou écarté de son usage premier. On a donc les instruments avec lesquels on joue avec les mains, avec les pieds, etc. Mais la voix... J'allais le dire, la voix est un instrument. Du coup, je ne suis pas totalement d'accord avec cette définition qui participe à ce premier cliché de la musique dont on va parler aujourd'hui. Le chanteur n'est pas un musicien. Non, ça, c'est les batteurs. C'est pas la même chose. On a tous cette blague. Vous savez comment on appelle quelqu'un un mec qui traîne avec des musiciens? Un batteur. Ouais. Voilà, donc là où par... Les bassistes, on attend la photo à la ligne d'arrivée. Deux secondes. Il y a encore incertitude, j'ai un bassiste à côté de moi, il est quand même plus costaud que moi. Donc oui, la voix comme instrument. Et là-dessus, ça correspond à la définition qui est là, donc c'est-à-dire modifier ou écarter de son usage premier, la voix ayant a priori évolué pour transmettre des informations, ou pas. Charles Darwin, dans son livre sur je ne sais plus comment il s'appelle, la descente sexuée des espèces, enfin je ne me souviens plus du titre de cet ouvrage, il propose une possible évolution depuis un ancêtre commun du chant, de la musique d'un côté et de la parole, de la communication de l'autre. Donc il suggère que fut un temps où nos ancêtres, qui qu'ils soient, produisaient des sons qui avaient la double vocation de transmettre une information, mais en même temps de transmettre une émotion. Par exemple, un son qui va évoquer la peur. On transmet une information, on a peur, mais en même temps, il s'agit d'une émotion. C'est quelque chose de très, très primal. Donc, en quelque sorte, c'est un peu impropre comme manière de définir les choses, mais on aurait cet ancêtre commun qui se serait séparé en deux choses. Le premier qui va vers l'émotion pure, le côté très, très reptilien, pour me faire taper dessus par les personnes qui n'acceptent plus ce mot et qui ont tout à fait raison de ne pas l'accepter. En tout cas, le côté très, très primal, très, très primitif, très, très dans l'émotion, et de l'autre côté, dans la communication, entre guillemets, pure. Donc finalement, la voix, c'est un objet qui est, y compris d'un point de vue évolutionnaire, très très intéressant, mais aujourd'hui, on va rester un petit peu sur la musique, du coup, je pense. Oui, et on pourrait aussi juste mentionner vos pieds et vos mains. Quand vous claquez dans vos mains, vous faites un rythme et ça peut devenir... Oui. Oh, c'était presque en rythme, bravo. Alors, oui,
Exactement. Donc, on va partir sur une première idée reçue. Donc, le 440 Hz, c'est nul et c'est les nazis qui l'ont inventé. Ne rigolez pas, c'est vrai. Alors, déjà, on va peut-être commencer par juste décrire rapidement en fait qu'est-ce que c'est qu'une gamme tempérée, parce que ça va être important juste de comprendre ça, et on va pas rentrer dans les gros détails, on vous rassure. Non, on va pas rentrer dans les gros détails. Si vous vous intéressez à ça, j'en parle un petit peu dans une vidéo qu'on a fait avec David Loapre de Sciences Étonnantes, qui s'appelle, je crois, Maths et musique. On aborde un petit peu la question justement de l'évolution du tempérament. Le tempérament étant tout simplement la distance qui existe entre deux notes. Voilà. C'est quoi la distance qui sépare Do et Do dièse? C'est quoi la distance qui sépare Fa et Sol? Tout ça, ces calculs de distance entre les différentes notes, c'est du tempérament. C'est complètement arbitraire. Par exemple, nous, dans notre culture occidentale, on a décidé qu'on aurait 12 notes. Il y a énormément de cultures dans lesquelles il y en a plus, mais on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard dans la conf. Et actuellement, aujourd'hui, voilà, en 2024, nous utilisons ce qui s'appelle le tempérament égal, c'est-à-dire qu'entre chaque note qui divise l'octave, de Do à Do une octave au-dessus, on a exactement la même distance qui sépare absolument tous les demi-tons. C'est pas du tout organique. Ça n'a rien d'organique et d'un point de vue acoustique, c'est une aberration totale. C'est-à-dire qu'actuellement, le tempérament qu'on utilise, c'est à la fois le plus juste de tous, parce qu'il n'y a aucun intervalle qui est vraiment ultra dissonant et qui déglingue les oreilles, mais en même temps, c'est le plus faux de tous, parce qu'il n'y a pas un seul intervalle, à l'exception de l'octave bien entendu, qui est parfaitement juste. Pas de bol. Pas de bol. C'est un compromis. Les tempéraments, dans toute l'histoire de la musique, ça a toujours été... On fait un compromis, où est-ce qu'on place la dissonance? Nous, on a décidé, on la fout partout. C'est ça. En fait, voilà. Pendant très longtemps, la note de référence, on dit souvent le La, on l'a eu à 400 quelque chose, 300 quelque chose. Alors, pas 200, il ne faut pas non plus abuser, ça fait quand même très bas. En fait, concrètement, le La 440 Hz, vous le connaissez, c'est celui du téléphone, c'est celui du diapason. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on va passer au La 440 Hz? En fait, on a eu ce besoin de normaliser tout ça, d'avoir un truc très égal, principalement pour des raisons d'industrialisation, parce que quand on fait des instruments à la pelle et qu'on commence à faire ça donc au début du XXe siècle, qu'on a des orchestres qui se déplacent d'un endroit à l'autre et qu'on ne peut pas ramener forcément tous ces instruments, c'est-à-dire que le piano, généralement, il ne bouge pas, il reste dans la salle d'opéra. Et on a dit, ce serait bien qu'en fait on soit tous calés pareil. Comme ça, au moins, on est bien. Un peu comme les rails de train en fonction des pays. Et donc, en 1936, il y a eu une recommandation de l'ANSI. Donc, c'est un truc des États-Unis qui permettait de définir une norme. Il y a eu après une norme ISO en 55, et on n'a pas bougé depuis. C'est pas une valeur absolue, hein, c'est un standard, on est d'accord. Et du coup, les nazis, Goebbels, tout ça... parce que ça vous a fait marrer, mais on va peut-être en parler. En fait, il y a des informations qui disent c'est un plan qui a été mis au point par les nazis, en fait, de jouer en 440 Hz, comme ça on pourrait manipuler l'esprit de l'ennemi. Il faut savoir qu'il n'y a aucune source qui date d'avant 1988 qui parle de ça. Après 1988, 88, HH, bon bref, ça c'est des références de Doug Whistling. L'explication la plus plausible en fait, c'est qu'en 1939, à l'époque où l'Allemagne était nazie, il y a eu une réunion entre plusieurs pays pour justement parler de l'accordage. Il y avait la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Hollande et du coup l'Allemagne nazie. Donc oui, les nazis jouent en 440 Hz, mais comme tout le monde en fait. Est-ce que ça fait de vous des nazis? Non, mais n'avez pas l'air soupçonneux comme ça. C'est ça. Alors, le 432 Hz, c'est plus harmonieux. Vous avez peut-être déjà vu tout ça. Ça, c'est la théorie. Le 432 Hz qui serait plus harmonieux. Et justement, la raison pour laquelle on a dit que c'était les nazis qui avaient introduit le La 440 Hz, c'est parce que dans la mesure où ils auraient décalé ce La 432 qui est parfaitement harmonieux, qui vibre avec notre corps et qui, en fait, selon certaines théories, serait l'une des harmoniques du son fondamental, du fond cosmodésique de l'univers. Spoil pas. Alors, ce n'est qu'à moitié une blague en fait, parce qu'il y a des ingénieurs effectivement qui se sont amusés à transcrire en musique justement les vibrations du fond cosmodésique et à voir qu'est-ce que ça donnait en termes de son. Plot twist, c'est pas un La 432. Voilà. Donc même cette théorie, elle est un peu pétée. Voilà. L'argument en fait qu'ils disent, en se servant de cette image-là que vous avez déjà dû voir un peu partout, c'est que vous voyez qu'à gauche, l'image est plus harmonieuse que à gauche c'est du 432 Hz pour ceux qui ne voient pas, et à droite c'est du 440 Hz. C'est de l'eau, en fait qui rentre en résonance avec une note. C'est soi-disant plus harmonieux. Moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'à droite c'est plus rempli qu'à gauche. Même d'ailleurs j'ai envie de dire que concrètement le sable en fait en 345 Hz c'est tout aussi harmonieux. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pas un La à 345 Hz?
Non, une idée, non, Voilà. c'est Non, mais dommage. de toute manière, ça, c'est des conventions. C'est des conventions. À l'exception des personnes qui ont l'oreille absolue, ce qui est quand même une quantité de la population qui est assez minime. On n'a pas véritablement d'intérêt de toute façon à avoir un référentiel qui est à ce point vénère. Et même la plupart des personnes que je connais qui ont l'oreille absolue, elles ont une oreille absolue à quelques tons, à quelques cents près, quoi. Et si de toute manière elles avaient été habituées à ne pas avoir un La 440, mais un La par exemple 445, bah, elles auraient juste associé le La à la fréquence 445 et elles auraient juste adapté leur oreille absolue, quoi. Sachant que pour les gens qui ont l'oreille absolue, je suis désolé pour ces personnes-là, mais j'ai appris récemment qu'en fait, avec l'âge, l'oreille absolue, à eux, se décale. Et donc tout devient faux, il faut tout réapprendre. Génial. Donc le 432 Hz. Alors, on a plusieurs arguments. Pythagore utilisait une cloche en 432 Hz. Le 432 Hz est basé sur 8 Hz qui définit dans notre ADN le monde, l'univers et tout le reste. Je vous le résume, vraiment. Et 432 Hz, c'est dans la suite de Fibonacci, la fameuse suite de Fibonacci. Alors, Pythagore utilisait des ratios, Vlad, il me semble. Alors oui, Pythagore, d'ailleurs, c'est à lui qu'on doit le tempérament pythagoricien. On revient sur les tempéraments de tout à l'heure. C'est lui le premier qui s'est rendu compte que quand on divisait une corde en deux, on obtenait l'octave. Donc exactement la même note, mais jouée une octave au-dessus. Et il s'est amusé à faire des expériences. Il a pris différents objets sur lesquels effectivement il a effectué des ratios de 1 et de 2, et il s'est rendu compte qu'effectivement on avait l'octave. Voilà. Et donc, du coup, il utilisait apparemment des cloches pour définir qui servait à lui de diapason. On n'a aucune référence prouvée de quelle est la note de base qu'il a utilisée. Et si quelqu'un dans l'assistance a une cloche de Pythagore, vous seriez bien la première personne. De toute façon, cloche qui aurait été détériorée par le temps, ce serait extrêmement compliqué. Et on ne sait pas lire les documents musicaux de cette époque. On ne sait pas à quoi ressemblait la musique à l'époque de Pythagore. Et c'est bien triste. Donc voilà, Assassin's Creed nous a menti. L'univers, alors concernant l'univers, en fait, il y a un truc un peu vrai dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une résonance, la résonance dite de M. Schumann, dans l'atmosphère, donc qui s'appelle le mode fondamental pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus au niveau de tout ce qui est stratosphère, ionosphère. Ça a été mesuré à 7,83 Hz. Donc c'est pas vraiment 8. Et pour le reste, tout ce qui est l'ADN, soi-disant en fait notre ADN est encodé et résonne à 8 Hz. Qu'est-ce que j'ai vu de très bête aussi, c'était... Oh oui, non, pas de jugement. Oh, pas à voix haute. Moi je le dis en tout cas. Nous sommes filmés. Mais je l'assume. Quand notre cœur est mis dans un état de compassion, il bat à 8 Hz, tel que mesuré par un ECG. 8 Hz, je vous laisse calculer, ça fait 480 BPM. C'est un peu rapide. Oui. Ah, on a un médecin. On a un diagnostic. Voilà. On a un docteur qui vient de nous dire que c'est pas possible. Et concernant la suite de Fibonacci, est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Parce que eux, normalement, ils le savent déjà. Non, ça saute en fait de 377 à 610 directement. Or, on pourrait dire, oui, mais il y a le 8. Sauf que 8 Hz, c'est une note inaudible. De toute façon, on l'entend pas. Voilà. C'est ça. On entend à peu près autour de 20 Hz, quelque chose comme ça, je crois. C'est ça. J'avais encore des anecdotes, mais je préfère qu'on avance, comme ça on pourra prendre plus de temps. Oui, l'air de rien. Petite parenthèse bullshit. Donc ça, on peut le voir dans certains salons du bien-être. Donc c'est un tableau de correspondance entre guillemets entre vos chakras et les notes. Donc les notes occidentales. Voilà. On y est? Voilà. Oh non, on est d'accord. Donc là, c'est le si. Et le do, c'est le... Je ne le dirai pas. Oui. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Le premier chakra. C'est ça. Sachant que ça, je l'ai pu le voir ici, à Diagora, au Salon du Bien-être, où j'ai rencontré quelqu'un qui jouait du handpan et du didgeridoo. Et cette personne m'a dit lui-même que je préfère avoir un handpan accordé en 440 Hz, sinon je ne peux jouer avec personne. Dommage. On va parler un petit peu anatomie. Attention, trigger warning, il y a une image qui n'est pas ce que vous pensez. Et en plus de ça, quelque chose d'assez désagréable. Les femmes ne peuvent pas chanter comme les hommes. Vlad. Eh ben c'est faux. On passe à la suite. Non, alors, bon. Effectivement, là, on a une image de corde vocale. On a choisi celle-là parce qu'en fait, anatomiquement, elle est pas mal du tout. Tu me passes le petit pointeur, s'il te plaît? Non. Allez, petit cours d'anat. Là, on a deux jolies boules. En fait, ça s'appelle des aryténoïdes. Les aryténoïdes, bah, en fait, c'est ce qui vous permet d'écarter vos cordes vocales et c'est plutôt pratique pour respirer parce que sinon, tout ce qu'on ferait, c'est ah toute la journée. C'est fatigant. Parce que ces petits trucs-là, tout blancs, là, tout mou, c'est les cordes vocales. Donc, c'était pas une chatte d'alien. Hein. C'est pas ça. Les cordes vocales, c'est... Ah, reviens Didier.
cordes vocales, c'est ça qui vibre quand vous produisez un son, c'est-à-dire quand vous chantez, quand vous parlez. Là, actuellement, mes cordes vocales sont en train de vibrer. Voilà, elles sont accolées, c'est super. Et on a à côté, là, ces espèces de gros trucs roses tout dégueulasses. C'est ce qu'on appelle des bandes ventriculaires. Et ça se voit pas là, c'est pas très très clair, mais en fait, les bandes ventriculaires, elles peuvent s'accoler. Oui, oui. Les bandes ventriculaires, elles peuvent s'accoler. C'est ce qui se produit quand, par exemple, vous êtes gavé, que vous faites... Voilà. Et là, vous me voyez venir. En fait, ces bandes ventriculaires, c'est aussi impliqué dans la phonation de certains types de voix très très rigolotes, c'est-à-dire donc les voix saturées. Une des techniques de voix saturée, attention, il y a plusieurs modes vibratoires pour les voix saturées. Les bandes ventriculaires, c'est l'un de ces nombreux modes vibratoires. Plot twist. Les hommes et les femmes possèdent des bandes ventriculaires. Les deux. Et je veux dire, là on parle d'hommes et de femmes, qu'il s'agisse de transidentité, de personnes cis, absolument tout le monde, de personnes non binaires, tout le monde a le même larynx. La seule et unique différence qui existe sur le plan anatomique, hormis voilà, le fait qu'on a tous des larynx qui nous sont propres, c'est qu'au moment de la puberté ou lors de prise d'hormones, si certaines personnes produisent de la testostérone, il y a différentes parties de leur corps qui vont grandir de manière plus ou moins spectaculaire. La taille, ça compte pas. Et... Oui, c'est bon. Et entre autres, justement, toutes les différentes parties qui composent le larynx. C'est pour ça que les personnes qui produisent de la testostérone ont naturellement leur voix qui va baisser. Soit dit en passant, les hormones femelles font aussi un peu grossir tout ça, mais juste de manière un petit peu moins violente. Et c'est pour ça que, de manière générale, on a des voix qui sont plus graves ou plus aiguës. C'est ça. Voilà, donc la conclusion, c'est que oui, les femmes peuvent produire du chant saturé, et les hommes peuvent aussi, également grâce à ces deux petits trucs là, les bandes ventriculaires qui vont faire basculer un peu les cordes vocales, produire ce qu'on appelle en orthophonie un mécanisme 2. Donc le M2, c'est les cordes vocales qui, au lieu d'être accolées comme ça, vont légèrement basculer, se toucher sur une un peu moins grande surface, produire un son par conséquent plus aigu, un peu moins timbré, c'est le fameux que homme comme femme, comme tout le monde peut produire. Il n'y a pas une seule technique qui est purement masculine ou purement féminine. D'ailleurs, en parlant de ça, on parle des personnes trans, etc. J'ai un petit truc à vous faire écouter, je vais essayer de le faire passer là-dedans. C'est une personne, donc c'est un homme trans, donc pour les non-initiés, femmes vers hommes, et qui m'a envoyé deux voix, une voix de confort et une voix travaillée par orthophoniste. Salut les gens du REC. Voilà, ça c'est ma voix de confort, entre guillemets, c'est-à-dire ma voix pas travaillée, celle que j'avais avant de commencer l'orthophonie. Et ça, c'est ma voix travaillée après 6 mois d'orthophonie. Et j'espère que le REC vous a plu, continuera à vous plaire et que vous reviendrez l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, moi, je serai sans doute là. Merci Alice. Voilà, et là l'idée c'était aussi de revenir sur un cliché qui est assez fréquent et qui énerve d'ailleurs notre camarade, qui est que absolument toutes les personnes qui passent par une transition ont recours à des changements physiques, donc prise d'hormones, opération, peu importe. Voilà, cette personne a décidé de ne pas passer par les hormones pour modifier sa voix et de passer par un traitement orthophonique, et ça donne des choses, ma foi, tout à fait satisfaisantes également. Donc tout le monde fait bien ce qu'il veut en fait. C'est ça. Alors, du coup, un petit contre-exemple rapide, juste pour vous donner des images. Effectivement, on a à gauche Melissa Cross, qui est une chanteuse classique et qui est une coach métal. C'est la première coach vocale métal qui existe, qui s'est lancée parce que personne ne s'était intéressé à ça. On a Maria Brink, qui a une des voix en fait, les plus saturées, tout en restant dans un registre qu'on pourrait qualifier de féminin au niveau de la tessiture. Je mets bien des gros guillemets. Il y en a plein. Voilà. Et à droite, on a Larissa Stupar qui fait du bloc metal un peu énervé. Et effectivement, en écoutant en aveugle, et c'est important parce qu'on parlera d'écoute en aveugle après, je vous mets au défi, si vous ne savez pas, de mettre un genre sur cette personne. On ne va pas trop perdre de temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense ça rapidement Vled, pourquoi est-ce qu'on pense que les femmes ne peuvent pas? Alors ça, il n'y a pas tant d'études que ça qui existent sur ces différents phénomènes, mais en tout cas, ce que j'ai à titre personnel observé dans ma pratique de professeur de chant, c'est que très très souvent, les personnes qui s'identifient comme hommes ont beaucoup plus de mal à trouver leur M2, que les personnes qui s'identifient comme femmes, et au contraire, les personnes qui s'identifient comme femmes ont beaucoup plus de mal avec des chants plus agressifs, beaucoup plus de mal à trouver leur fry, leur grunt, leur growl, toutes ces techniques de chant saturé. Il y a beaucoup plus de difficultés. J'y vois personnellement une barrière sociale parce que c'est des types de voix qui ne sont pas forcément très, très encouragés dans nos représentations mentales. Parce qu'un homme qui chante comme ça,
c'est forcément une tapette, et une meuf qui fait c'est forcément une grosse gouine. Non, n'importe quoi. C'est pas vrai. Et ça, c'est des blocages que je rencontre chez la plupart de mes élèves qui sont vraiment dommages parce qu'on se ferme quand même à un sacré paquet de techniques extrêmement importantes. On se ferme à une versatilité vocale qu'on ne rencontre en fait malheureusement chez aucun autre instrument. T'imagines un guitariste qui ferait que du sweeping ou qui ferait que du palm mute? Alors oui, oui, on en connaît, oui. Voilà. Mais ils sont chiants. Mais c'est Internet, voilà. Ils sont chiants. Ouais. On va passer du coup à une autre idée. Alors ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont un peu plus sticker là-dessus. Le vinyle, c'est mieux que le CD. Moi, ma réponse, c'est non. Je m'en vais. Voilà. Ciao. Je suis plus à l'écran. Ok. Alors, en vrai, c'est pas le vinyle, c'est mieux que le CD. En fait, le vrai argument qu'on entend plus tôt, c'est le vinyle, ça sonne mieux. Je vous fais un résumé rapide de comment on fait un vinyle. On met des musiciens dans une salle, ils enregistrent, il y a quelqu'un derrière une console avec un ordinateur, il fait les bons réglages, et ensuite, on fait cette espèce de grosse galette en métal. En gros, c'est un tampon. C'est un tampon, et vous mettez ça dans une matière première. Il y a tout le cycle qui est en dessous. Je ne vais pas vous le décrire en détail, ce n'est pas la peine. Mais concrètement, vous allez presser. C'est pas pour rien qu'on parle de pressage. On parle de pressage avec ce qu'on appelle donc le master, là, cette espèce de belle galette d'argent. D'ailleurs, plus vous allez vous en servir, plus ça va s'user. On va y revenir après. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit que le vinyle, ça sonne mieux ? Eh bien, déjà, il y a plein d'arguments qui font qu'on a une préférence pour le vinyle. Déjà, premièrement, la pochette, elle est plus grande. Donc, d'un point de vue... Non, mais on rigole, mais oui. Parce que vous êtes des sales bobos. Oh, tout de suite. Mais concrètement, oui, une pochette sur Spotify qui ne fait pas grand-chose sur votre téléphone, vous vous en fichez un petit peu de à quoi ça ressemble. Alors que si vous avez quelque chose d'un peu plus grand, je n'ai plus les dimensions, on est sur du 20, 30 quelque chose, enfin bref, quand vous avez un bon gros carré, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. On a tous en tête le Sgt Pepper des Beatles qui est rempli de détails. Vous n'écoutez pas le vinyle de la même façon. Pardon, tu voulais parler ? Non, j'allais dire ah bon. Ah bon. On n'écoute pas le vinyle de la même façon qu'on va écouter un CD, de la même façon qu'on va écouter la musique sur l'ordinateur, de la même façon qu'on va écouter sur votre téléphone. Quand vous écoutez un vinyle, vous allez allumer l'ampli, vous allez allumer les enceintes, vous allez sélectionner le phonographe, vous allez faire plein de choses qui font que vous allez vous installer et surtout, vous ne pouvez pas vous amuser à dire non, je vais mettre la 3 directement. Enfin, vous pouvez le faire si vous êtes très très bon et vous visez bien. Mais en vrai, l'écoute d'un vinyle, vous vous asseyez et puis vous l'écoutez en entier. C'est un rituel. C'est ritualisé, c'est ce que j'allais dire. C'est très ritualisé. Donc je disais la pochette la plus grande. Alors on peut préférer aussi le son. En général, il est un peu plus chaleureux, il est un peu plus doux. Je vais vous épargner les détails techniques qui font que le son est plus, entre guillemets plus doux. Mais en gros, tout ce qui va être attaque, caisse claire, cymbales et compagnie, en fait, le tout début de l'onde va être légèrement aplati, ce qui fait que ça va moins vous casser les oreilles. Du fait que quand on fait un vinyle, si on met trop de basses au pressage, vous allez faire un trou. Donc vous allez casser un vinyle pour rien. On est obligé d'inverser. On met très peu de basses et on met blinde d'aigus. Ce qui fait qu'après votre ampli à vous, il y a un truc à l'intérieur qui permet de l'inverser, ce qui fait que toutes les aigus vont être un peu atténués. D'où ce côté un peu plus chaud, plus chaleureux, plus... Je préfère... Caliente. Exactement. Après, il faut prendre aussi en compte quelque chose, c'est que le vinyle, ça vient des États-Unis, en vrai. C'est Columbia Records qui a bien démocratisé ça dans les années 30, 36, 39, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. C'est pas ma période. Je ne l'ai pas marqué, c'est pas bien. Et concrètement, le CD, ça nous vient du Japon. Donc il y a eu énormément d'influence marketing à la fin des années 80, début des années 90, avec le son est authentique sur un vinyle, le son est plus ceci, plus cela. En vrai, ça reste une vraie bataille culturelle. On a aussi, par contre, pas mal de désavantages avec le vinyle. Le vinyle, c'est volumineux, le vinyle, c'est cher, le vinyle, vous ne pouvez pas le transporter dans votre poche, le vinyle s'use à la lecture, sinon ça, c'est pas drôle quand même, alors que techniquement, votre MP3, ça reste du MP3. Tant que vous ne l'avez pas cassé, vous ne l'avez pas cassé. Votre téléphone, du coup. C'est pas recyclable non plus, le vinyle. Ça, c'est un peu embêtant. Mais en même temps, quand vous streamez, à partir du moment où vous avez streamé 27 fois un album, vous avez dépensé autant d'énergie que si vous aviez un CD. C'est un peu dommage. Et le marché est un peu gangréné quand même par des comment s'appelle, des gens qui font monter les prix du vinyle. Connards. Des connards, oui, voilà. Du coup, en vrai, le vinyle, ça sonne mieux. Parlons un petit peu quand même de science dans cette histoire.
En double aveugle, on a vu que les gens notent le vinyle en étant de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une étude qui a été faite à Cambridge, qui s'appelle Analog Arts Digital Minds. Vous avez vu, j'ai mis mes sources. Hein. À gauche, on a donc en rouge une chanson, à droite une autre chanson. Très très bien. Mais en gros, concrètement, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris une chanson qui a été masterisée sur ordinateur et on en a fait une version vinyle, une version CD, une version faux vinyle, d'où le emulated là, une version MP3 et la mixdown qui est la version d'origine. Concrètement, les gens en écoutant, s'ils ne savent pas ce que c'est, notent le vinyle en dessous. C'est pas, du coup, ça correspond pas très bien avec cette idée du le vinyle, ça sonne mieux. Parce que dès qu'on leur demande c'est quoi la qualité, eh ben, ils la notent en dessous. On va parler rapidement d'audiophilie, ou appelée aussi audiopathie ou idiophilie. Je ne me permettrai pas d'appeler ça comme ça. Pour moi, c'est de l'audiophilie. Concrètement, ça reste un énorme biais d'engagement. J'ai mis plein de choses à l'écran pour illustrer. Qu'est-ce qu'un audiophile ? En vrai, un audiophile, c'est quelqu'un qui est, ou quelqu'une, qui est amateur de musique, beaucoup, souvent. Il en écoute beaucoup, il en écoute souvent. C'est une personne qui va être à la recherche de la qualité de son écoute au niveau du matériel. C'est une personne qui va rechercher les défauts de son matériel et qui va investir régulièrement et qui va changer assez régulièrement même tout son équipement d'écoute. On parcourt des forums et on se donne des conseils entre nous. Et on va dépenser énormément d'argent dans quelque chose qui relève. Est-ce que c'est de la haute satisfaction ou de la haute fidélité ? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous avez dépensé 4 000 € dans un ampli pour pouvoir écouter dans des conditions parfaites votre musique, vous n'avez pas envie que quelqu'un dise « Ouais, mais tu sais, cette Shiny à 200 balles, elle fait aussi bien le café. » C'est un vrai problème d'argent. D'ailleurs, là, j'ai mis un petit exemple que j'aime beaucoup. Donc, on a 2 câbles qui servent juste à relier des enceintes. Ils sont à 2300. L'annonce, il y avait marqué « Acheter neuf, 4800 ». Oui, mais oui, sachez aussi que des fois, sur certains câbles d'audiophile, parce que là, il y a aussi les arnaques à l'audiophilie, où vous avez un sens. C'est-à-dire que les électrons vont dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Oui, c'est pas plus con que la 432. C'est ça. Et concrètement, en fait, dans la musique, et notamment dans tout ce qui est matériel, il y a les coûts irrécupérables. Alors, le biais des coûts irrécupérables. On va parler matériel, effectivement. C'est-à-dire que quand vous avez dépensé beaucoup d'argent dans un instrument, pareil, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous dire le contraire. Concrètement, c'est surtout de la guerre de forum. Et comme ce n'est pas un sujet qui va toucher la population entière, vous ne verrez pas ça dans les médias. Vous achetez pas généralement des guitares à l'appel tous les jours. C'est pas un sujet qui va intéresser grandement la. Faut les moyens, quoi. C'est ça, faut les moyens. C'est aussi un problème, un vrai problème de riche, on va dire. Mais concrètement, on parle d'argent, mais on peut aussi parler de pratique. Tu me parlais l'autre jour justement d'écartement des doigts de Monsieur. Non, c'est pas Rachmaninoff. Ah oui, de Schumann. Robert Schumann. Est-ce que tu peux expliquer cette histoire ? Parce que là, on est dans un coup. C'est pas mal irrécupérable. Robert Schumann, qui était un pianiste et compositeur très très célèbre de l'époque romantique, tentait d'aller toujours plus vers la virtuosité, parce que la virtuosité, c'était véritablement une valeur assez fondamentale chez les romantiques de cette époque-là. Si on se rappelle à ce point de certains pianistes comme Liszt, c'est entre autres parce que c'était un énorme virtuose. Alors ça, c'est la raison pour laquelle il a été célèbre de son temps. Si on s'en souvient, c'est aussi que c'était un compositeur absolument remarquable. Schumann, voulant aller vers la virtuosité, avait mis en place un dispositif qui, en fait, lui tirait les doigts. Plus ou moins vite, qui lui tirait les doigts et qui le forçait à aller vers des positions qui étaient de plus en plus extrêmes. Manque de bol, il s'est niqué la main. Il s'est endommagé la main de manière irréparable et par la suite, il n'a plus été en mesure de jouer de piano. Bon, par chance pour lui, c'était aussi un super compositeur qui avait une très très grande renommée en tant que compositeur. Il a pu poursuivre sa carrière de musicien. Mais en tout cas, sa carrière de concertiste, sa carrière en tout cas d'instrumentiste, pas de musicien puisqu'il était compositeur, sa carrière d'instrumentiste, elle était terminée à ce moment-là. Et ça, oui, c'était totalement irrécupérable parce qu'il a essayé d'aller toujours plus loin, quoi. Exactement. Et Internet n'étant pas votre ami il ne fait que vous conforter dans vos propres choix, c'est très compliqué de revenir en arrière. Vous avez dépensé 3 000 € dans une Gibson Custom US Shop.
Elle a son quality control et vous la recevez, eh ben, elle a des pètes, il y a de la peinture qui a sauté et vous dites oui mais bon, 3000 balles ça reste une vraie Gibson quoi. C'est une anecdote? Non, parce que je ne suis pas suffisamment fortuné pour me permettre ce genre de choses. Dans les petites croyances matérielles, on en a quelques-unes qui sont assez intéressantes d'ailleurs, la qualité et le prix. Ouais, j'ai fait là-dessus. Là, c'est à moi de balancer une anecdote. Celle-là, pour le coup, une anecdote réelle. Lorsque j'enregistrais un album avec un ingé son avec lequel j'étais plutôt pote en fait. Du coup, on pouvait prendre un petit peu plus de temps pour faire d'autres trucs. Et il se trouve que là, il avait réussi à choper pour l'enregistrement d'un autre groupe. Il l'avait en prêt un micro extrêmement cher, mais vraiment ultra top qualité. 2000 balles le micro. Comment? 2000. Au moins. 2000. Ça vaut 100 balles. Pour vous donner une idée, voilà. Quasiment toutes les salles de concert l'ont encore. On fait difficilement mieux en termes de rapport qualité-prix. Hein. Le SM58, c'est une référence. Voilà. Alors, en l'occurrence, ça, c'est pas du tout le même type de micro. Moi, c'est un micro statique d'enregistrement. Là, on est sur un micro dynamique. On va les perdre avec ça. Voilà, c'est pas la même chose. Vous savez, les gros micros dans lesquels les chanteurs ils font la 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 avec un casque sur les oreilles. We are the world. Ces trucs-là. Donc, on s'est dit, allez, on a le time. On va faire une petite expérience. Bon, on a pu faire que du simple aveugle, hein, c'est-à-dire que lui, il savait quel micro il me faisait, quel micro on testait, et moi, j'étais pas au courant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé les 3 micros devant moi. On a enregistré la même prise. Voilà. Il me les a fait écouter aléatoirement, et moi, je devais les noter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le micro le plus cher avait pas spécialement les meilleures notes. Le micro qui avait les meilleures notes, c'était un micro qui coûte 300 balles. Juste 300 balles. C'est déjà 300 balles. On est sur une bonne entrée de gamme quand même. 300 balles en termes de matériel musical de ce type-là, on est sur une bonne entrée de gamme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est même pas dire que le micro-là était forcément de meilleure qualité que celui qui coûtait 2000 balles, encore que ce soit tout à fait possible. C'est juste que ce micro-là correspondait beaucoup mieux à ma voix, au type d'harmonique que j'avais dans la voix. Il captait beaucoup moins les harmoniques qui étaient un peu plus disgracieuses que les autres. J'ai une voix qui est assez pétée en harmonique aiguë. Celui-là, il captait moins les aigus. L'endroit où il avait la meilleure force de captation, c'est là où on était vraiment sur mon timbre, là où j'ai la meilleure qualité vocale. Et ce micro-là, il me correspondait bien mieux. Résultat, je l'ai acheté. Hein. Je me suis dit, voilà, mon ingé son, il utilise ça, je vais acheter le même. 300 balles, c'est une dépense que je peux me permettre. Et aujourd'hui, dans mon studio, je l'utilise encore. Ça fait des années. Je n'ai pas spécialement eu besoin de prendre mieux que ça. Et je l'utilise depuis 10 ans. C'est ça. En général, on se dit, si on dépense beaucoup d'argent dans du matériel de qualité, du coup, on aura forcément un très bon résultat. En vrai, ça va plus être une question d'usage. C'est pas pour rien que, d'ailleurs, la plupart, ce que je vous ai mis à gauche, c'est une image complètement incompréhensible, c'est tout à fait normal, ce sont des amplis virtuels. C'est-à-dire qu'en gros, vous rentrez votre guitare dans l'ordinateur et ça vous fait le son d'un ampli. Alors, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais surtout, ça vous permet d'enregistrer dans votre chambre. Et ça, on a des vieux de la vieille, entre guillemets, qui vont vous dire non, mais en vrai, il faut enregistrer dans un vrai ampli et compagnie, etc. Je vous mets au défi d'écouter des simulations de guitare en aveugle, en double aveugle, on s'en fiche, et des vrais amplis, et de me dire lequel est lequel, que vous y connaissiez quelque chose ou que vous n'y connaissiez pas. Ouais, super, t'as le son. Et puis là, c'est un peu le coco en moi qui va parler. Ce qui est bien, c'est qu'on a des grands amateurs de son qui sont un peu comme ce gaillard-là, qui vont vous créer ce type d'ampli virtuel et qui vont potentiellement vous les proposer gratuitement sur Internet. Ce qui, en fait, permet de populariser la pratique de la musique. Et ça, je trouve ça absolument génial. Parce qu'à une époque, jouer de la musique, c'était vraiment un loisir extrêmement bourgeois. De blanc. Et de blanc. Voilà, voilà de blanc. Maintenant, grâce à ce type de technologies qui sont très très ouvertes, qui sont très accessibles et que certaines personnes proposent même gratuitement sur Internet, tout le monde peut avoir accès à la musique et on a de plus en plus de musiciens amateurs qui émergent et qui produisent des choses qui sont franchement d'une qualité totalement similaire à ce qu'à une époque on pouvait obtenir en dépensant des milliers d'euros, quoi. Exactement. De francs. Voilà, je vais passer pour pas trop perdre de temps parce que après c'est anecdotique ce que j'ai mis un petit peu. Le plaquage or, c'est bien joli par exemple, mais en vrai, si vous avez un câble, après il n'est pas en or, il est en cuivre. Donc est-ce que c'est bien nécessaire le plaquage or? Alors ces trucs sur la matière là, c'est pas que con. C'est pas que con. Pour certains instruments acoustiques, effectivement, le choix de la matière va être hyper intéressant. Il me semble par exemple que l'or pour les flûtes, pour les instruments à vent, ça fonctionne très très bien et ça produit une qualité de son qui est exceptionnelle. Mais ce n'est pas toujours le cas, et ça c'est hyper important, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit avant. Croyez-moi que si j'avais une flûte en or, je ne jouerais pas dedans comme je joue avec ma pauvre flûte qui m'a coûté 70 balles chez Thomann. Hein.
Je la bichonnerai beaucoup plus. Peut-être que je la nettoierai davantage, parce que j'avoue, des fois, quand je fais une petite session d'un quart d'heure, j'ai un peu la flemme de sortir mon écouvillon, je la nettoie pas, ma flûte. Voilà, donc là, on rejoint la pratique. Effectivement, si vous avez du matos qui est hyper précieux et hyper cher, peut-être que vous allez y faire davantage attention. On a prévu de parler de l'étude en double avec de Stradivarius, là ? Alors, plus ou moins. Très bien. Il a un œil sur mes paumes, ça. On écoute avec nos yeux. Je vous ai mis un peu de tout, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'en haut à gauche, vous avez 2 photos de Monsieur Joshua Bell. Monsieur Joshua Bell joue du violon dans le métro new-yorkais. Personne ne s'arrête. Monsieur Joshua Bell joue du violon dans un orchestre symphonique. Tout le monde va le voir. Il y a une importance énorme de l'environnement et des conditions, comme pour le vinyle, de l'écoute. C'est-à-dire que même, je ne me suis pas habillé comme ça non plus pour rien. C'est aussi pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on voit et comment on perçoit un intervenant ou un musicien. Asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Oui, il y en a qui travaillent, oui, pardon. Non, mais concrètement, effectivement, il y a le côté poudre aux yeux qui va vous faire, qui va vous donner cette, on reprend, pas mal d'impressions. Lorsqu'il y a toutes les lumières, lorsqu'il y a tous les amplis sur scène, vous vous dites « Oh, le concert et le son, il était comme ça ». Souvent, ce n'est pas des vrais amplis. Souvent, c'est juste un ordinateur dans lequel il a branché sa guitare parce que franchement, dans le camion, c'est beaucoup plus simple à transporter. C'est un exemple parmi d'autres. Ça en jette sur scène. Et pour illustrer le fait qu'on écoute avec les yeux, je ne sais pas si on va réussir à le faire. Non, on va les renvoyer sur Internet. On va les renvoyer sur Internet. En haut à droite, vous voyez du coup ce qu'on appelle l'effet McGurk. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, Vlad, s'il te plaît ? Alors, l'effet McGurk, c'est le fait que quand on regarde une personne qui va labialiser certains types de sonorités, on va déjà anticiper ce qu'on va entendre. Et dans l'expérience de McGurk, on montre 2 images différentes. Ça, c'est au même rythme. Dans un cas, il y a un phonème qui est prononcé, je crois que c'est le ba, et dans l'autre, c'est le ta. Donc, ba, ta. Donc, on est sur des labialisations, sur des phonations qui n'ont rien à voir, mais le son dans les 2 cas est le même. Et en fonction, c'est une vidéo ou l'autre, on n'entend pas la même chose. Ça s'appelle l'effet McGurk, c'est assez saisissant. Et je vous invite à aller voir sur Internet, vous pouvez très facilement tomber sur des informations là-dessus. Et les doubleurs font un très bon travail d'ailleurs quand vous avez dans un film américain un personnage qui fait « fuck » et qu'en français il fait un « merde ». Vous avez l'impression qu'il a fait « M » avec sa bouche, alors qu'en fait pas du tout. On va parler, pour quasiment terminer, de l'aspect social de la musique. On en a parlé, la musique, la pratique, c'est quand même quelque chose qui prend de la place, qui prend de l'argent. C'est pas accessible à tous, il faut des cours. Tout le monde n'a pas forcément aussi le temps de pouvoir pratiquer tout ça. Et c'est pour ça que la montée des home studios et surtout l'apogée du rap, ça a été une libération par la technologie de beaucoup de gens qui avaient une créativité à lancer. Donc depuis les années 80, on peut voir qu'il y a une démocratisation de la pratique. Et quelque chose de simple, là, Len vous a parlé tout à l'heure qu'il était en studio chez un ami, mais il a parlé de son home studio, donc sa chambre. On parle d'un développement des bedroom producers, notamment si vous connaissez Billie Eilish, c'est quelqu'un qui a fait tout son album dans sa chambre avec son frère sur un ordi et 2 pauvres enceintes. Ouais, alors c'est un exemple, le biais du survivant, attention, etc., etc. Mais on peut arriver à faire quelque chose de tout à fait écoutable, de qualitatif, tant qu'on a la créativité et tant qu'on a le matériel. Et on est arrivé à un niveau actuellement où, par des procédés, on va dire, de miniaturisation, de virtualisation, on peut accéder à tout ça. Après, la musique, qu'est-ce que ça dit de nous, la musique aussi ? Voilà, qu'est-ce que ça dit de nous, la musique ? La musique, de moins en moins, et ça c'est une très très bonne nouvelle, mais la musique, ça renseigne quand même d'où est-ce qu'on vient. Ça renseigne d'où est-ce qu'on vient, c'est-à-dire qu'une personne qui est virtuose du violon, généralement, vous ne cherchez pas, ses parents sont musiciens aussi. Mon père était musicien. Comment ? Mon père est musicien aussi, oui. Alors voilà. Moi c'est une anomalie totale. Aucun des membres de ma famille n'est musicien. C'est quoi la conséquence ? J'ai commencé la musique à 14 ans. J'ai dû cravacher pour récupérer le niveau de mes camarades qui avaient des parents musiciens, qui les ont foutus à la musique et qui les ont envoyés au conservatoire dès qu'ils ont été en mesure de parler ou de tenir un archet. Ça, c'est quelque chose que la musique renseigne sur nous, d'où est-ce qu'on vient. Et puis, bien sûr, le style musical qu'on pratique.
le style musical. Énormément de personnes parmi nous ont été initiées à la musique par leurs parents. Beaucoup de gens qui aiment le métal vont vous dire « Ah bah moi, c'est mon père qui m'a fait écouter mon premier SDS ». Ouais. Ça, c'est des choses qui nous renseignent. Bon, évidemment, il y a les problématiques qui vont être être liées au pays d'origine des personnes, à la tradition et aux formes sociales de manière générale d'où viennent les personnes. Donc tout ça, oui, effectivement, la musique renseigne énormément sur l'endroit d'où on vient, et puis aussi d'une certaine manière sur l'endroit où on va, dépendant un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on a envie d'orienter notre vie. De plus en plus de personnes, y compris qui commencent la musique très très tard, peuvent aujourd'hui se professionnaliser. C'est très très positif. Oui. Ça fait que c'est de plus en plus difficile, évidemment, de se faire remarquer. Ah bah oui, forcément, il y a plus de monde sur le marché, donc ça devient compliqué. Mais en tout cas, tout le monde peut faire de la musique et ça, c'est ultra positif. Alors, tout le monde, non. Parce que les femmes, quand même, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, merci. Il reste 15 minutes. Ça tombe bien, il reste une diapo. Oui, et puis après, on passe aux questions. Est-ce que la musique est un univers de mal? La réponse est oui. Catégorique. Voilà. Quel que soit le genre, d'ailleurs. Voilà. Concrètement, une femme qui pratique la musique aura toujours effectivement le regard de l'homme, le regard des mecs qui vont lui expliquer quand même comment on fait la musique. Parce que c'est pas mal, mais ouais, pour avoir un meilleur son, tu devrais plutôt faire ça, tu vois, plutôt que faire comme tu fais, parce que moi je sais. Quand on parle de grands compositeurs ou compositrices ou de chefs d'orchestre, est-ce que vous pensez plus à des hommes ou à des femmes? Ouais, plutôt à des hommes. Et effectivement, on a cette image du chanteur-guitariste. Enfin, vous pensez à un musicien rock, vous pensez à un chanteur-guitariste, vous pensez à un chanteur les cheveux longs, les groupies de la cocaïne, le jet privé. Bon, ça, c'est un peu exagéré. C'est fini. Avec les bilans carbone, c'est trop compliqué. En haut à droite, vous reconnaissez probablement ces chanteuses. J'insiste sur le mot chanteuse. Vous avez Adele, vous avez Taylor Swift, vous avez Rihanna, vous avez Beyoncé, vous avez, j'allais dire Aya Nakamura. Oh la pauvre, non, c'est Nicki Minaj, excusez-moi. Bref, ce sont des chanteuses. Je vous rappelle que ça reste un instrument, mais est-ce que, entre guillemets, des instrumentistes, vous en connaissez? Vous avez en dessous une violoniste et vous avez une bassiste. Et est-ce que vous savez qui c'est? Moi non plus. Et j'ai fait exprès de ne pas chercher qui c'était. J'ai juste vu que c'est des personnes qui ont beaucoup fait de concerts manifestement, mais je ne veux pas le savoir. Pour illustrer justement ce propos, il y a un grand manque de présence des femmes dans le milieu de la musique. Et je pense que c'est dû à la fois à son histoire, c'est dû aussi aux constructions sociales, mais ce qu'il y a, c'est que les femmes prennent de plus en plus la parole et prennent de plus en plus les instruments. On a des informations de chez Fender et Reverb. Donc Reverb, c'est le Bon Coin version instrument. Voilà, c'est un site internet comme ça. Leurs dernières études sur leurs statistiques, c'était qu'on est à plus de 62% d'instruments vendus à des femmes. C'est-à-dire que plus d'une personne sur deux qui commence à faire de la musique, ce sont des femmes. Ces données datent de 2018. Où sont ces femmes à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles se produisent? Non, malheureusement. Je pourrais, moi, parler de ça, mais je préfère laisser la place à des femmes là-dedans, des femmes qui sont dans la musique. Je vais y arriver, je suis fatigué, pardon. On en connaît quelques-unes. Tu le fais sur ton Twitch? On le fait. Oui, bon, je voulais pas faire de la pub pour ça, mais d'accord. Non, mais moi je la fais. Fais la pub pour mon Twitch, s'il te plaît. Voilà, sur ton Twitch, donc sur son Twitch, je m'adresse à vous parce que sinon c'est très très gênant, c'est un peu cringe. Mais Adrien essaye d'inviter des femmes qui sont dans le milieu de la musique. Là dernièrement, tu avais invité la chanteuse de Kill the Princess, et de Nell, qui est une musicienne accomplie, dans le sens qu'elle fait plusieurs instruments. Et en fait, sur cette émission-là, on invite des femmes qui pratiquent la musique pour parler de la masculinité toxique et pour parler de leur parcours en général. Et autant il y a des différences à chaque fois, mais autant vous allez avoir toujours les mêmes arguments qui reviennent, toujours les mêmes expériences qui reviennent. Ça pourrait être redondant, mais je pense que ça vaut le coup d'inviter ces personnes peut-être pour un prochain rec, pour parler plus en détail de ce sujet-là, parce que je me sens pas concerné et pas légitime pour en parler moi-même. Alors si vous êtes curieux,
J'aurai pas le temps d'en parler parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne des questions, mais je vous invite à faire des recherches sur Clara Schumann, l'épouse de Robert Schumann. On vous dit Schumann, vous pensez Robert, jamais Clara, c'est sûr. Sur Alma Mahler, donc Alma Mahler qui était l'épouse de Gustav Mahler, c'est la pire histoire. C'est la pire histoire. Elle a cocufié son mari pendant toute sa vie. D'habitude, j'aime pas ça, mais là j'ai envie de dire chais. Ouais. Immensissime bâtard. C'est filmé, hein, je te rappelle. Hein. Et Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix Mendelssohn, sont des noms de famille qui sont très très populaires dans le milieu de la musique, et on ne sait pas que derrière ces hommes, il y avait des femmes dont la carrière musicale a été complètement ruinée parce que c'est bon, on a déjà un homme qui fait de la musique dans la famille. La vaisselle, elle va pas se faire toute seule. Franchement, je caricature à peine. Je caricature à peine dans le cas d'Alma Mahler. Et voilà, et c'est sur cette note d'espoir que, eh ben, écoutez, on va prendre des questions, pas des remarques s'il vous plaît, les remarques dehors, avec nous, hein, pas dehors sans nous. Mais on aimerait avoir des questions, notamment pour la captation, qu'on puisse les avoir. Si vous avez des questions, allez-y. Des femmes, s'il vous plaît. Ah. Formidable. Tu rapproches le... Ouais, t'as la... Ma question, c'était par rapport à... Déjà, merci pour cette conférence très intéressante. Et c'était par rapport à l'étude de Cambridge. Je voulais savoir si ça a été fait sur plusieurs styles musicaux différents et si oui, si ça avait un impact sur la qualité entre alors non, elle a été faite sur... non, c'est deux musiques type rock pop en tout cas. Je peux te la sortir puisque je te connais. Oui, voilà. Donc je peux te renvoyer le PDF et je le mettrai en description en fait sous les vidéos quand elle sortira. On peut, ouais, tout à fait. On fera ça, ouais. Ou en commentaire. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui. Si. Tu parlais tout à l'heure de l'oreille absolue. Qu'en est-il de l'oreille relative? J'ai souvent entendu quelqu'un me dire que j'avais l'oreille relative. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je joue, c'est tout. Alors, l'oreille absolue et l'oreille relative sont deux manières différentes de percevoir les hauteurs de son. L'une par rapport à un référentiel absolu, l'autre par rapport à un référentiel qui peut être mobile. C'est-à-dire que l'oreille absolue, c'est la capacité à entendre une note et à être capable de déterminer son nom. Et par conséquent, sa fréquence, en fait, d'une certaine manière. L'oreille relative, c'est qu'à partir d'une note, quelle qu'elle soit, je suis capable de déterminer quelles sont les autres notes parce que j'entends l'intervalle. Et c'est tout. L'oreille relative, ça n'est que ça. Mais c'est pas mal hein, déjà quand même. Hein. Et c'est même mieux. Eh bien, écoute, bien joué. Vous êtes pardonné. Bien joué. Pour en revenir à on vous rapproche le micro, c'est pas pour vous embêter, c'est pour les gens qui vont regarder après. Oui, mais je vais être très brève, mais je suis ravie de voir, puisque j'ai été pianiste de bar pendant 30 ans, femme. Alors, mis à part que je bossais, j'ai beaucoup bossé parce que je faisais consommer. Chapeau que des femmes s'y mettent parce que j'étais un peu seule. Voilà. Waouh. C'est toutes ces femmes-là qu'il faut applaudir, vraiment. D'autres questions? Allez-y, on a 10 minutes, tranquille. Donc, ouais. Voilà. Alors, à l'image, où je ramène le micro? Alors, le fil sera peut-être un peu court. Ah, peut-être pas. Je sais pas, peut-être que... Vous n'avez pas parlé de la compression sur les CD par rapport à... Je l'ai vu. Est-ce que la compression n'a pas contribué à dire que les vinyles sont meilleurs? Deuxième question. Ouais. Le 442, vous n'en avez pas parlé. Alors, on pourra en parler. Alors, rapidement, le 442, c'est un accordage qu'on peut trouver notamment dans quelque chose qu'on connaît un petit peu en Argentine. Parce que les bandoneons et notamment tout ce qui est tango, ça se joue en 442. Mais vous avez certains pianos qui peuvent être accordés en 442. Là, par contre, je ne sais plus à quel endroit ça se fait. Tous? Ouais, de toute façon, en fait, en gros, faites ce que vous voulez. Après, Imagine, par exemple, de John Lennon est en 432. Ouais, il trouvait ça cool. Voilà, hein, ça marche bien. Hein. Oui, c'est Yoko Ono. Oui, voilà, pardon. Yoko Ono trouvait ça cool, excusez-moi. Et après, ouais, sur la compression. Alors la compression, effectivement, au tout début de la digitalisation, c'était un poil plus compliqué. Donc effectivement, il y a eu une compression qui a mené à ce qu'on appelle la guerre du volume. Ça, par contre, ça va être un poil compliqué à expliquer, mais oui. En gros,
comme les dynamiques sont en numérique et on est sur des 0 et des 1, il fallait qu'on puisse entendre tout correctement, là où concrètement un vinyle c'est quelque chose de gravé. C'est-à-dire que ça change de niveau en fonction de ce que vous avez mis comme musique, et donc votre aiguille va passer au milieu de tout ça, et en fonction de comment elle va rebondir, elle va restituer le son. Là où sur un CD, on est sur un encodage complètement numérique. Ce qu'il faut faire en sorte, c'est de faire en sorte que les volumes que vous allez avoir sur ce qu'on appelle une waveform, je ne sais pas comment on dit en français, je suis désolé, ça fait un peu... Merci, ça fait péteux de le dire comme ça, je suis désolé, mais un spectre d'onde, merci. En gros, quand vous avez votre spectre d'onde avec votre musique, il y a des moments qui vont aller très très haut et qui vont aller taper ce qu'on appelle les plafonds. Sur de l'analogique, c'est pas très très grave. Sur du numérique, ça fait en gros. Donc on compresse pour éviter que ça tape dans les plafonds, et les dynamiques sont aplaties. Vous ne pouvez pas avoir une petite minutie dans dans le jeu. Si, vous pouvez l'avoir, mais vous ne l'entendrez pas en fait. Tout va être à peu près normalisé. Et ça a mené à ce qu'on appelle la guerre des volumes. Donc ça a eu un impact à un moment sur la production, complètement. Sur ce qu'on percevait comme la qualité du vinyle par rapport au CD, ça a eu un impact important. Effectivement, sur les premières années, je ne sais plus à partir de quand ça a commencé à bouger, mais c'est à partir du moment où on va dire la guerre, la loudness war, la guerre du volume, s'est arrêtée quand on avait atteint le niveau le plus haut, et à partir de ce moment-là, c'était fini. Oui, juste une petite chose qui va dans le même sens. J'étais un peu surpris que vous ne parliez pas d'analyse spectrale. Bon, c'est peut-être un terme un peu scientifique, mais qui explique. Oui, mais sauf que ça explique quand même en grande partie la différence entre le CD et le vinyle. Puisque si on fait une analyse spectrale, on s'aperçoit qu'il y a du bruit. Ce qu'on appelle en électronique du bruit, c'est-à-dire un mouvement oscillatoire dont la fréquence n'est pas fixe, et que ça explique fortement cette différence qui rend souvent le vinyle plus agréable à l'oreille. Mais je suis physicien, donc c'est peut-être un peu pour ça que je vous parle de ça, mais c'est une explication qui est importante aussi pour la différence. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, on avait un médecin, on a un physicien, c'est parfait. Il y a une main qui s'est levée là-bas, mais ça fait un peu loin peut-être. Il faut se lever s'il vous plaît. On m'informe que Florent Garcia sur sa chaîne parle très très bien de la guerre des sons. Oui, entre autres. Et y compris de pourquoi que quand on joue de la guitare sur les vieux morceaux, c'est un peu faux. C'est une question de bande, ça. Bonjour. Moi, j'avais une question. Ce que j'avais entendu aussi à l'époque où c'était passé du CD au vinyle, c'est qu'en fait, les gens qui avaient du vinyle au CD, oui, pardon. Les gens qui avaient du vinyle, en fait, souvent avaient des grosses installations avec du bon son, et que quand ils sont passés au CD, ils avaient des petites chaînes. Est-ce que ça n'a pas joué aussi, du coup, à... Effectivement, c'est pas un argument que j'ai pris dans la qualité d'écoute du vinyle, c'est qu'effectivement, mon père qui est à la porte là, qui est arrivé en se téléportant, a effectivement les mêmes installations que la plupart de nos parents pour nous les trentenaires, donc des grosses installations qui sont faites pour encaisser des amplifications spécifiques. Là où, quand on a commencé à miniaturiser avec les CD, on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas aussi miniaturiser un peu les enceintes, hein. C'est là que sont arrivées les petites, ce qu'on appelle les chaînifis d'étagères. Les bookshelf-hi, non, c'est complètement péteux de dire ça. Mais oui, forcément, si vous vous retrouvez avec une installation plus petite, vous pouvez avoir l'impression que c'est moins bien. Mais en gros, ça va être une question d'amplitude et de place que va occuper le son dans votre pièce. D'ailleurs, la plupart des audiophiles prennent très, 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 très en compte l'acoustique de leur local d'écoute. Très bien, alors ce sera la toute dernière par contre. Mince. Ah oui. Ah oui. Là, on devrait clore là, donc rapide. Oui, j'avais juste bonjour et merci pour la conférence. J'avais juste une petite question pour revenir sur un petit côté esprit critique et je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la musique de club, la musique de festival, électronique. Super. Voilà, j'adore aller en club, mais j'ai beaucoup plus de mal à aller en festival parce que j'ai l'impression que ça peut être une porte d'entrée à des choses problématiques, type il y a des stands qui vont vendre des colliers de pierre, beaucoup de choses. Voilà, je voulais savoir s'il y avait un impact, certaines écoutes de certains styles de musique, psytrance, techno,
ce genre de choses, à des mouvements alternatifs qui sont problématiques à ce niveau-là. Alors là, est-ce que Vlad, tu veux dire un truc là-dessus ? Alors plus encore que la musique, c'est pas tant la musique, je veux dire, la musique a un pouvoir fédérateur qui fait que la vraie conséquence, c'est que certains groupes sociaux vont pouvoir s'y retrouver. Ce n'est pas un cliché de dire qu'il y a des problèmes d'extrême droite et de radicalité dans le métal. Je suis le premier que ça fait chier de le dire. Parce que Feste Noir, ils font des beaux clips quand même. Mais bon, voilà. Voilà, non, le métal, c'est une grande famille. Mon cul. Non, il y a des vrais problèmes. Pardon ? Oui, la propagande nazie. Mais Hugo Boss, lourd costume, très très joli. Gros tailleur. C'est superbe. Non, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a de plus en plus d'artistes, du coup, dans ces sphères musicales un peu radicales, qui s'offusquent de ça et qui sont très 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 verbaux et très très militants pour essayer d'expulser ces idéologies pourries de ces styles musicaux-là. Mais ça nécessite du travail, on n'est pas encore rendu, et c'est moins en lien avec la musique qu'avec le côté fédérateur et social que la musique peut mettre en place, en fait. Après, la question, c'était plus sur le... Ouais, merci. C'était plus sur les... Pardon ? La spiritualité ou la politique ? Spiritualité, oui, ouais, effectivement. Alors ça, évidemment, il peut y avoir des portes d'entrée sur certains types de spiritualité. Et puis en plus, effectivement, le contexte festival, ça va rajouter, comme je le disais, une dimension sociale, un petit effet d'ancrage. Le voisin fait ça, on a envie de faire pareil. En plus, on s'amuse. Finalement, c'est inoffensif d'acheter ce collier de pierre. Et puis à la fin, on se retrouve à se faire marabouter la schneck par un chaman maya. Enfin, une chose en entraînant une autre. Les bières du Hellfest étant ce qu'elles sont. Ok. Enfin bref, en tout cas, nous on va sortir. Si vous voulez qui veulent discuter, n'hésitez pas. On vous remercie d'être arrêté et pas attentif. Merci surtout.